AJP, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Laurence. Alors ce matin avec votre invitée l'autrice Florence Porcel qui vient de publier Laisser la honte, on va en parler. Vous allez évoquer l'engagement pour lutter contre la honte, forcément un engagement qui vous tient à cœur. Oui, ça me tient à cœur parce que la honte n'est pas qu'une simple émotion. La honte, c'est un sentiment complexe, un mélange de peur, de colère, de tristesse et parfois même de dégoût de soi. Elle procure un sentiment d'impuissance, de rage contenue, de désespoir, de tristesse, de vide. Elle fait ressentir cette douloureuse sensation de ne pas être à la hauteur, d'être imparfait, indigne. Elle sape la confiance et installe de soi une image négative. Une des particularités de la honte est qu'elle est multidimensionnelle. Elle a des implications pour la santé mentale et physique, mais aussi sur les relations interpersonnelles, sur la régulation sociale, la morale et l'éthique. Alors pourquoi la ressent-on ? Est-ce un phénomène culturel, anthropologique, social, identitaire, genré ? Quelle influence les mythologies avec leurs thématiques de trahison, de déshonneur, de violation et de règles divines et les religions avec leurs enseignements moraux de bien et de mal ont-elles eu sur nos constructions identitaires ? En philosophie, la honte a été abordée au travers de la probité, de la théorie politique sur les questions de responsabilité, de culpabilité et de réparation. En anthropologie, les recherches sur la honte ont examiné ses fonctions sociales et culturelles dans différents environnements. En psychologie, les explorations ont porté sur ses effets sur le bien-être mental et physique, sur ses causes, ses déterminants et ses stratégies pour la surmonter. Enfin, en sociologie, les études sur la honte ont examiné son rôle dans le maintien des normes et des valeurs et ses liens avec la stigmatisation et la discrimination. La honte est loin d'être un épiphénomène, elle est ancestrale. Ce CO mérite une prise de conscience sociétale et individuelle. Sociétale, parce que certaines études internationales sur la cognition et l'émotion signalent ce sentiment comme le plus énoncé, ce qui montre à quel point la honte peut structurer nos vies. Individuelle, parce qu'il faut s'en libérer, apprendre à s'octroyer de la bienveillance, de l'indulgence, réapprendre à se respecter, à s'accepter pour cheminer sur un chemin libérateur, un chemin que nous allons prendre ce matin sous la forme d'une conversation avec Florence Porcel. Bonjour Florence Porcel, autrice. Bonjour. Donc votre invitée. Alors Florence, je suis très heureuse de vous recevoir ce matin. Merci. Vous venez de publier un essai très intéressant sur la honte. Il n'y en a pas beaucoup, des essais sur la honte. C'est important de le signaler. J'aimerais pour commencer, si vous l'acceptez, que vous puissiez lire les toutes premières pages de votre livre. Oui, bien sûr. Il existe des hontes qu'il est de bon ton d'avoir. J'ai appris à m'en débarrasser. Il existe des hontes universelles qui nous confortent dans notre appartenance au genre humain. Il existe des hontes que l'on traverse et d'autres qui nous empêchent. Il existe des hontes plus ou moins puissantes, des hontes furtives et des hontes qui s'ancrent. Il existe des hontes si terribles, des hontes qui foudroient. Alors quoi, il existe différentes hontes ? Oui, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, la honte est vraiment multidimensionnelle. Il y en a de toutes sortes et je pense qu'on pourrait écrire un livre par an sur ce sujet sans faire le tour. Alors moi je traite spécifiquement de la honte liée au sexe féminin, au genre féminin et aux violences sexistes et sexuelles. Donc c'est vraiment une toute petite partie du sujet, mais évidemment c'est un sujet beaucoup plus large et beaucoup plus politique, ce que j'ai voulu vraiment expliquer aussi dans ce livre en traitant le sujet d'un point de vue sociologique, psychologique, mais surtout aussi donc politique. On va y revenir. Alors on va parler un tout petit peu de vous. Alors vous êtes autrice bien sûr, vous avez publié différents ouvrages dont Pandorini, dont on a beaucoup parlé parce qu'il est inspiré de votre rencontre avec PPDA, Honte que vous venez de citer. Vous avez aussi travaillé dans les médias, France 5, France Inter, où vous avez co-animé un quiz scientifique dans l'émission La Tête au carré. Et là, à mon avis, peu de gens le savent vraiment aujourd'hui, vous avez commencé une carrière d'experte en vulgarisation scientifique. Oui. Vous avez même créé une chaîne YouTube où vous avez développé des vidéos sur le spatial, les sciences de l'univers. Vous avez conduit des entretiens avec des experts, des philosophes, des astronautes. Vous avez même collaboré avec le CNES. Et vous avez même, j'ai vu en faisant des recherches, accédé au second tour de la sélection du projet Mars One, qui envisage de créer une colonie sur Mars. Alors, en fait, toute cette recherche, toute cette implication, y compris les ouvrages, comme les Bics secrets de l'univers, préfacés par l'astrophysicien Hubert Reeves, une sommité en la matière, c'est pas rien. Très fière. Ça vous vient, oui, je comprends, vous soyez fière. Ça vous vient d'où cette passion pour le système solaire, l'univers, l'espace ?
Ah mais alors ça je crois que je suis née avec. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fascinée par le ciel, par la lune d'abord. Quand j'étais petite, je montais sur une petite chaise en osier que j'avais dans ma chambre pour atteindre la fenêtre et regarder la lune le soir quand elle était là. Elle me fascinait. Et j'avais toujours besoin de savoir ce qu'il y avait plus loin. Alors on m'a dit c'est les étoiles, mais plus loin que les étoiles. Il y a des galaxies plus loin. Et je voulais savoir toujours plus loin. Je voulais savoir en fait comment tout ceci était possible, pourquoi on existait, pourquoi j'existais, pourquoi l'univers existait. Enfin bon, bref, des questions vraiment transcendantales auxquelles j'avais besoin de réponses, et donc je me suis plongée dans la vulgarisation avant d'en faire moi-même plus tard. Et j'ai 10 ans de vulgarisation scientifique derrière moi. Eh bien, peut-être que vous allez recommencer. Ceci explique peut-être cela, c'est-à-dire cette envie d'aller aussi loin comme ce sujet sur la honte, ce sujet sociétal. Alors, revenons un peu au sujet central de notre conversation. Alors, on est bien d'accord pour dire que le sentiment de honte a des répercussions extrêmement négatives. Oui. En particulier quand elle est utilisée pour contrôler ou humilier l'autre. Est-ce qu'on peut dire que la honte peut aussi renforcer des normes sociales positives? Est-ce qu'il y a des exemples qui font qu'à un moment donné, la honte peut servir à transformer les choses et à apporter un positif dans la situation qu'on a vécue? Oui, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre. C'est que parfois, avoir honte, ça permet d'avoir un sursaut par rapport à soi-même. Parce que, alors, ce que j'ai découvert en écrivant ce livre, c'est la définition du dictionnaire. Le dictionnaire nous dit que si on a honte, c'est parce qu'on a commis une faute. Alors, c'est pas tout à fait vrai dans certaines circonstances, mais effectivement, dans certains cas, on a honte parce qu'on a fait une bêtise, ou qu'on a blessé quelqu'un, ou etc. Et moi, ce que je fais personnellement dans ma vie, c'est que quand je fais une erreur, quand je blesse quelqu'un, etc., et que j'en ai honte, dans ce cas, je fais tout pour ne pas refaire la même erreur, pour ne pas blesser la personne, pour m'excuser, faire amende honorable et réparer si c'est possible. Et pour éviter, évidemment, de ressentir cette honte qui me fait souffrir. Je suis pas maso, en fait. Donc, c'est vraiment aussi un petit peu égoïste. Mais voilà, ça peut effectivement avoir cet effet positif de tout simplement de devenir une meilleure personne, pour parler un petit peu, peut-être un peu naïvement, mais en tout cas, en ce qui me concerne, ça fonctionne assez bien. Ok, enfin, une honte positive qui conduit à prendre des mesures positives pour réparer les situations. Oui. Alors, on sait que les victimes de violences, notamment sexuelles, ce qui est aussi très fortement l'objet de votre livre, éprouvent une honte parfois irrépressible. Ce qui les conduit à ne pas porter plainte ou tout simplement même à en parler à leurs proches. Est-ce que vous pensez que les excuses de l'agresseur peuvent réparer ce sentiment de honte qu'elles éprouvent alors qu'elles sont victimes? Est-ce que vous pensez que parler de ce sentiment de honte peut avoir un effet apaisant? Alors, ce que j'ai découvert, c'est que, alors déjà, dans 9 cas sur 10, quand une femme est violée, elle ne va pas porter plainte. Donc ça, c'est vraiment l'écrasante majorité des cas. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que dans 1 cas sur 2 de ces femmes qui ne vont pas porter plainte, c'est parce qu'elles ne veulent pas que cela se sache. Donc vraiment, là j'ai compris que la honte était un sujet de société sur lequel on doit se pencher pour comprendre les mécanismes à l'œuvre dans le cas des femmes ou des hommes victimes de violences sexuelles. Parce que si on ne comprend pas la honte qui est liée à ces cas-là très précis, on ne peut pas comprendre le problème et le traiter correctement. Et évidemment, les injonctions à aller porter plainte sont nulles et non avenues. Et pour répondre sur votre question sur les excuses des agresseurs, en fait, moi, à force de recevoir énormément de témoignages de victimes de violences sexuelles, j'ai constaté qu'il y a autant de manières de réagir à des violences qu'il n'y a de personnes qui ont été victimes de ces violences. Il y en a pour qui des excuses de leur agresseur sont la seule manière de se réparer, de se reconstruire. Il y en a d'autres pour qui les excuses, elles n'en veulent pas, parce que, je cite, ce serait trop facile, parce que ça ne répare rien, parce que on peut pas revenir en arrière, et que parfois ça peut être vu aussi comme une manière pour l'agresseur d'avoir une peine un peu plus amoindrie voilà. Et donc, en fait, il y a vraiment chaque personne est différente. Il n'y a pas de victime parfaite, ça n'existe pas. Et il y a autant de façons différentes de réagir à des violences sexuelles qu'il n'y a de femmes victimes, d'hommes victimes, de viols, etc. ou d'agressions. Donc, des excuses, ça dépend des cas. Moi, a priori, dans mon cas, je pense que je n'en aurai jamais. Et donc, c'est une question que je me suis jamais posée. Donc, voilà, je ferai sans. Ok, donc la compréhension de la honte et la formation sur l'emprise, sur tous ces mécanismes qui peuvent effectivement accompagner davantage les victimes de violences. Alors, la honte, on l'a dit, c'est une émotion complexe. Elle est aussi très personnelle. Vous venez de l'évoquer. Chacun réagit à sa façon, avec ses outils, ses moyens. Son histoire, sa personnalité. Oui, bien sûr. Son histoire, sa personnalité, sa construction identitaire. Absolument. Et justement, sur la construction identitaire, on pourrait dire que dans certaines
sociétés comme l'Asie de l'Est, le Moyen-Orient, la honte est souvent utilisée pour maintenir une conformité sociale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, mais alors ça c'est un sujet fascinant parce qu'effectivement, je crois que c'est au Japon, si je ne me dis pas de bêtises, la honte est vraiment un sujet. Si une personne a trop honte parce qu'elle a fait quelque chose de socialement répréhensible, elle peut aller jusqu'au suicide. Absolument. Et c'est vraiment un outil. Enfin, je veux dire, la honte tue. C'est quand même terrible de se dire qu'un sentiment, dans certaines sociétés, dans certaines cultures, tue. Mais sans aller aussi loin qu'au Japon, ici en France, la honte tue, par exemple, des adolescents, des collégiens, des collégiennes, parce qu'ils ont été harcelés à l'école parce qu'ils étaient homosexuels ou parce qu'il y a des images intimes qui sont sorties publiquement, qui ont été partagées sur les réseaux sociaux et que voilà, les jeunes filles se suicident après avoir vu des images non sollicitées sortir publiquement et faire le tour du collège ou du lycée. Enfin, je veux dire, la honte est un sentiment qui tue. Et effectivement, c'est en ça que c'est un outil politique de domination qui peut aller jusqu'à la mort. C'est donc vraiment un sujet de société sur lequel on doit se pencher pour vraiment comprendre à quel point les dégâts peuvent être terribles, notamment sur la vie des femmes et des jeunes filles. Et puis, alors évidemment, il y a les dégâts terribles que vous évoquez, puis il y a aussi des dégâts de conformité aux normes sociales. Par exemple, en Corée, qui est le pays qui utilise le plus la chirurgie esthétique, on sait que la grande majorité des jeunes femmes se font opérer parce que sinon, elles ne sont pas conformes à l'image qu'on attend d'elles. Elles ne trouvent pas de job, elles ne trouvent pas de mari, elles sont plus ou moins rejetées par leur famille. Donc, vous voyez, on peut dire que toutes ces normes sociales qui conduisent à la honte ont une incidence très forte sur la psychologie des personnes qui la vivent. Et d'ailleurs, on remarque quand même que c'est quand même le plus souvent genré. De tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici, c'est quand même les femmes qui portent le plus lourd tribut de cette construction sociale, de cet outil de domination qui est réversé le plus souvent sur les femmes. Et donc, la honte est vraiment un outil du patriarcat pour faire que les femmes se sentent mal ou pas à leur place, quoi qu'elles fassent, et donc les silencier, les invisibiliser et leur mettre tellement d'injonctions qu'elles ne pensent plus qu'à ça et qu'elles ne puissent plus avoir une carrière, enfin bref, prendre le pouvoir qu'elle pourrait avoir, à moitié avec les hommes bien entendu, puisque nous sommes plus de la moitié de l'humanité. Et donc toutes ces injonctions qui pèsent sur nous font qu'on perd un temps, une énergie et beaucoup d'argent aussi, parce que la chirurgie esthétique, ça n'est pas gratuit, à essayer de surmonter ces hontes et ces humiliations si on ne rentre pas dans les canons de beauté comme dans la Corée du Sud. Et donc c'est insupportable parce que les femmes ne peuvent pas avoir la vie pleine, enfin qu'elles pourraient avoir sans toutes ces injonctions qu'on leur pose sur le dos. Et d'ailleurs, ce que vous dites est très vrai. Il y a des études qui démontrent que effectivement, les femmes sont plus à même de ressentir de la honte. Donc, on peut dire aussi que c'est un phénomène genré. Alors, est-ce que vous avez fait des recherches sur les pays qui valorisent l'empathie, l'acceptation des autres, et qui de fait ont mieux tendance à gérer la honte, par exemple les pays scandinaves? Dans votre livre, vous parlez de l'Australie. Oui, alors je parle de l'Australie parce qu'il y a quelque chose de très intéressant en Australie. C'est une loi qui est passée et qui dit que dans les affaires de violences sexuelles, quand une plainte est déposée, la défense n'a pas le droit d'évoquer la sexualité de la victime avant l'agression, avant le viol. Et ça, c'est très intéressant parce que il y a un concept qu'on appelle le slut shaming, de l'anglais slut, salope, shaming, honte. Et donc le slut shaming, c'est le fait de renverser la honte sur une femme pour son comportement sexuel avéré ou pas. Et donc en fait, en Australie, la loi dit ce n'est pas possible. On ne peut pas, dans un procès pour viol, dire que la femme avait une sexualité libérée. En fait, la sexualité de la victime n'est pas un sujet, ne doit pas être un sujet. Ça n'est pas possible. Et ça serait complètement renverser les choses. En France, par exemple, je pense au procès du 36, donc de cette touriste canadienne qui a été violée par des policiers et qui a été déboutée en appel il n'y a pas longtemps, et notamment parce qu'elle a été traitée comme une femme à la sexualité effectivement libérée, délurée, et que du coup, elle ne pouvait pas avoir été violée. C'est très schématique, je résume assez mal, mais en gros, c'est ça. Et donc, le slut shaming est interdit dans les procès
en Australie. Et ça, je pense que c'est vraiment très intéressant. Alors, on a très peu de temps, parce que tout ça est très intéressant. Comment on surmonte la honte ? 2-3 conseils ? Je ne sais pas. Je donne effectivement 2-3 conseils. Par exemple, faire en sorte que choisir de ne pas avoir honte. Par exemple, je raconte cette anecdote où au lycée, le professeur de sport qui avait un mot de ma mère disant que j'avais mes règles et que je pouvais pas faire de piscine, l'a dit devant tout le monde. Et évidemment, mes camarades se sont moqués de moi. Je me suis dit, en fait, c'est le prof qui est un sale con. Donc, je décide que je n'aurai pas honte. Voilà. Donc, faut le décider. Mais ça n'est pas toujours possible en fonction des situations, bien entendu. Réagir, être attentif, s'interroger. La honte de Florence Porcel aux éditions Jean-Claude Lattès. Je vous recommande cet essai très intéressant et qui va vous apporter beaucoup. Merci Florence. Merci Muriel. Merci à vous pour ces échanges passionnants, parce qu'effectivement, il faut libérer cette parole-là aussi. Absolument. La force de l'engagement à écouter bien sûr un podcast sur sudradio.fr, et on vous retrouve, Muriel, dimanche prochain. Merci Laurence. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.